Jour de l'an 2018. Recevant mal, l'ombre, qu'intérieur, rencontrant l'angoisse, le dernier jeu de secondes cinglantes de l'année m'inflige, je m'avise après, consternante mes erreurs de mémoire qu'un jour de plus c'est à peine d'effet que fait en d'inconsistantes heures métronomes. Comme avaler sans laisser ne serait-ce que sur le papier un trait, un tracé de crabe, suivi de quelques lignes noires raturées d'une confection poétique qui justifierait rien qu'un instant celui de les relire avant d'en remplir, froisser la corbeille, mon acharnement à traquer ces mots obstinés cédant la place aux collines oranges de la presque nuit du corps fait record, des convocations d'un désastre que l'esprit prévoit, la vue chute, la main se défend d'étreindre, la bouche s'assèche, le sang stagne et pèse. Mais ne sait que faire, englué dans ces paradoxes, mal préparé aux effets pourtant sus des détours et ruses du démon oubli, ce jour donc, dernier et premier, en me retournant, malgré l'espace qui m'enferme entre ces feuillets incolores vers l'année ancienne, déjà apocryphe, froid dissoute, embrouillamini à la va-vite, en ces empiètements d'heures sur nueurs, de feuilles sur feuilles, j'hébète, j'accroche, peu penser au tsunami d'ombre, l'ogre ténèbre s'ébelle et n'avalise aucun joy certain, lent s'étant tué, je l'avoue stupide, c'est pourquoi, griffonnant à pattes de mouche noire, Pilate, de sérieuse, homélie à gouttes d'encre, je m'empresse d'aligner avant de remplir le blanc vertical de mon écran orthogonalement à lui disposé, ces vers pour papier figurant l'écran vide encore l'année à venir que j'implore de délivrer un sens même minimal à l'écoulement des veines des jours qui vont suivre, de m'épargner lourde la chute de mes os vieux sur le sol ou la marche de l'escalator. Ces vers où j'aurais sauvé, si j'ai pu, du passé des brigands. Alors, comme ceci c'est double change, donc il y a une belle lecture par un poète des USA que nous voulons l'entendre. Moi, je vais commencer par une traduction. Mais comme je suis un poète du XXe siècle, même longtemps en avant dans le XXe, ça ne va pas être un poète très récent. Donc, je vais vous lire un poème de William Bronck, dont le titre est « La vérité comme pays lointain, comme ogre pitoyable ». Il y a dans beaucoup de pays des villes où des rues étroites sont pincées entre deux murs, épais d'exclure, neutres et vides, ternes. Des portes tracées dans les murs nous admettent à de petites enclaves fleuries, avec des fontaines, quelques arbres. Cela, tu le sais. Tu connais bien aussi ces passages dans les vieux récits qui racontent l'arrivée, par un moyen ou un autre, après des épreuves, à un vaste château enchanté. Personne n'est là. Personne. Mais tout est ouvert, comme si nous étions attendus, comme si quelqu'un l'était. Tu sais combien le mystère ajoute au plaisir que nous donne la nourriture. Ce monde est étrange. Que devrions-nous en penser ? L'univers est très grand et très distant de nous. Il y a comme un plaisir à penser ainsi. Je suppose que l'idée de distance nous isole, comme un jardin séparé de la ville par des murs, comme si un pays fondait une colonie, peut-être par accident, si loin qu'elle est nécessairement discrète. Non,
contrôlée, ne contrôlant rien, absolument rien qu'elle-même, et pour cette raison libre de se perfectionner comme elle l'entend. Et l'homme est libre, prêt aux images qui lui semblent raisonnées et agréables. Un nom possible de ce pays dont nous sommes une colonie est vérité, où que cela soit. Qui la connaît, qui s'en souvient, son lieu est si inatteignable, de tant de distance loin, qu'il en soit ainsi. Ou bien, disons que le plaisir de ces récits tient à la manière dont nous y reconnaissons notre statut d'homme. Quand nous y repensons, nous sommes capables de reconstruire en partie au moins notre arrivée, mais ce qui importe, c'est d'être là, de prendre le lieu tel qu'il est. Il n'a pas été préparé pour notre venue, mais nul ne dira que nous ne sommes pas adaptables. Nous n'avons qu'à tendre la main pour trouver de doux plaisirs, des paysages plaisants, des nourritures, toutes sortes de dispositifs ingénieux et d'autres innombrables prêts à fonctionner. Il y a tant de choses pour nous occuper, les serviteurs invisibles sont merveilleux. Et pourtant, si loin que nous soyons de la vérité, ou la vérité de nous, quelle que soit l'immunité que nous nous imaginons avoir, même si nous sommes autres, nous sommes aussi ceux contre lesquels la vérité n'est pas immunisée. Sinon, comment serait-il possible dans l'histoire que dès l'instant où nous commençons à nous émerveiller de cette suite d'événements fortuits qui nous a conduits à ce château, au moment où nous nous mettons à profiter de ces délices, nous nous arrêtions, guettant, écoutant, ouvrant les portes, montant et descendant les escaliers, nous éveillant dans la nuit. Et à la fin, nous crions. Pour quelle raison? Y a-t-il toujours un ogre pitoyable? Quand nous le voyons, nous savons ce que nous avons à faire. Je vais lire maintenant un petit nombre de poèmes qui sont dans une forme extrêmement courte, dont on vous a dit. Bon, c'est un modèle qui n'est pas très. Il y a un titre, il y a 3 vers, et chacun des vers est très court. Voilà. Et puis, en fait, je vous donne la manière dont ça apparaît sur la page, parce que, évidemment, quand je vais le mettre dans la voix, on ne le verra pas. Et donc, le poème doit tourner sur son pivot. Le deuxième vers, là, à gauche du deuxième vers, il y a un petit signe qui montre que ça pivote. Quelquefois, ça change de sens en passant de l'un à l'autre. Il n'y en a pas beaucoup, hein, il n'y a pas beaucoup de place. Donc, je vais vous en lire quelques-uns. Nuit et autres poèmes, quelques. Nuit. Pivot de silence, tourne noir et retourne noir. Paysage. Une unité d'arbres, un banc gris, un ciel attenant. Matin. Le soleil sur la façade en face, clair glissant. Qui je fus? Courir, nager, la poésie, temps et temps de l'ombre. Je m'éveille. Moins de 5 secondes après, je sais que j'ai eu tort. Arbre, d'après Samuel Beckett. Un arbre, est-ce une ombre manquée qui est devenue feuille? De la photographie et du monde. Qui a jamais pris le monde pour un rectangle?
et je perds. À la fin extrême de ma vie, tout mon temps, ou presque. L'instant fatal, l'instant mitoyen annihile passé et futur. Claude Royer-Journoud possède la page plus profond que nul jamais su. Autoportrait à l'arbre, un arbre debout, nous dans l'arbre, va me rassembler. Je fus, je m'en fus, je m'enfuyais, fuis, je m'enfuyais. Mémoire. J'ai écrit cela. Oui, cela. Écrit. Mais pourquoi? Lecteur. Reconnais que rien n'est plus sûr qu'autour le silence. La lumière remue, je sais, en moi elle tombe. Plus possible, m'élancer, m'étendre, me courber, entrer dans l'eau longue. Gilbert and George. Our favorite champagne. Well, of course, it is Ruin Art. Poster. La Bournemouth Belle me fait face dans notre cuisine. Moi, corps fourrassé en housse, enfonçant, silencieux, la terre. Bon. Un deuxième poème des USA d'il y a longtemps, très longtemps. Indéterminé, aléatorique. Être chanceux, libre, original. Peut-être avons-nous peur de penser que nous savons à l'avance exactement ce que nous faisons. Nous préférons que ça arrive. Mais l'anticipation illogique, la musique, a toujours été explicite comme le silence et les sons en réponse à la question combien doit durer une pause. Dans la vieille poésie métrique, l'Augustien, fier de lui-même, le poète mirliton, comme on dit, la liberté aussi arrive, bien que la tradition précompte, mais quelqu'un avant lui compte pour lui, à moins qu'il se trouve que l'instant l'absorbe entièrement en ce quelqu'un. Une voix n'est pas un maître, mais parfois un maître est une voix. A voice not a meter, but sometimes a meter is a voice. À la fin des années 1860, François Coppée, un vieux poète de l'époque, se met à composer des dizains réalistes qu'il présente ainsi dans ses Promenades intérieures de 1872. Lecteur, à toi ces vers graves historiens, de ceux que la plupart appelleraient des riens.
Spectateur indulgent qui vit ainsi qu'on rêve, qui laisse s'écouler le temps et trouve brève cette succession de printemps et d'hiver, lecteur mélancolique et doux, à toi ces vers. Ce sont des souvenirs, des éclairs, des boutades, trouvés au coin de l'antre ou dans mes promenades, que je te veux conter par le droit bien permis, qu'ont de causer entre eux deux paisibles amis. Bon. Chaque Copée, François Copé, est un poème de divers en alexandrin, plat, césuré, rimé, disons classiquement. Bon, le modèle est plutôt ceux du Parnasse contemporain. Et Copé en avait publié 23 dans le Moniteur universel de 19 juin 1871. Mais cette revue, férocement versaillaise, se félicitait dans le numéro même où paraissaient ces riens bonhommes et placides de la répression féroce qui frappait les communards. En octobre de la même année, des parodies indignées des dizains de Copé sont écrits dans l'album Zutique. C'est la première vague des vieux Copé, Cross, Rimbaud et Verlaine y participent. En 1876 était publié à l'initiative de Charles Cros et Nina de Villars, sous le titre « 10 réalistes par divers auteurs », un certain nombre de ce qu'ils appellent des vieux Copé, signés entre autres par Germain Nouveau, Richepin, Rollina. Un exemple de Charles Cros. À d'autres les ciels bleus ou les ciels tourmentés, la neige des hivers, le parfum des étés, les monts où vous montez, fierté aventurière des Anglaises. Mes yeux aiment mieux les clairières où la charcuterie a laissé ses papiers, les sentiers où l'on sent encore l'odeur des pieds des soldats avec leurs pays, la presqu'île de Gennevilliers où croît l'asperge tranquille sous l'irrigation puante des égouts. On ne dispute pas des couleurs ni des goûts. Alors moi, je compose aujourd'hui des vieux Copé nouveaux et je vais vous en lire quelques-uns. La monade. Près de son potager, où croissait la salade, mon père avait bâti des lieux nommés monades, afin de provoquer par la méditation leibnizienne des usagers la production d'un compost adéquat pour l'ample nourriture qu'exigeaient sa tomate et son melon. Nature, nature, il faut tourner la page. Nature a ses besoins, souvent culture s'y soumet. Hôtel à claire-voie qu'une porte fermée, les aiguilles de pin te couvraient comme un chaume. Laisse-moi les offrir, ces vers, à ton fantôme. Simple. À d'autres, le caviar ou l'aspic tourmenté, le vison des hivers, la gaze des étés, les yachts où vont grimper si tactiles les fesses des starlettes. Mon cœur aime mieux les promesses de civet que contient l'urine des clapiers, la bouse qui se colle aux patogas, les pieds des cochons parfumant leurs groins aux épluchures, et les mouches couvrant les vitres de chiures, sur le ruban mortel qui court sans péguer en faveur de nos goûts. Quelle preuve alléguée. Rêve automobile. À la chute des jours, quand je clos mes yeux tristes, je me rêve parmi les automobilistes, fier de ma Mercedes, de ma De Dion Bouton, d'une Jag, d'un Opel, mais qu'importe le nom, puisque je n'ai jamais mis le pied dans aucune de ces carcasses-là, piétons toujours immunes, qui jamais n'attrapa le virus du volant. J'imagine foncer sur les champs et brûlant tous les feux écrasés, vainqueurs, sur mon passage, enfants et petits vieux, puis rentrer au garage.
Rêve champêtre. Je vivrai dans un fond de province ordinaire où je serai l'ami d'un gros chien débonnaire et de canards courtois. Sous le ciel, ce tableau, repeint chaque printemps, le rempart d'un ruisseau, défendrait ma maison des inconnus sans gêne, traversant la forêt dont s'habille la plaine. Il est vrai que toujours obstiné citadin, je ne saurais me débrouiller dans un jardin, mais je ne parviens pas, vivant tel un fossile, à me débarrasser de ce rêve imbécile. Anniversaire. Hiroshima, 6 août, Nagasaki, 9 août 1945. Burns tenait à Kyoto. Cette nouvelle bombe de leur temple pourri ferait une hécatombe. Salutaire. Et dirait à l'oncle Joe, très lourd allié, le jeu n'est plus le même, notre tour est venu maintenant de régner sur le monde. Elles étaient, sûres, plus belles que la Joconde. On leur donna des noms joyeux. Little Boy, Fat Man, un général soucieux d'un bon résultat proposa d'éclairer l'avion là-haut opaque. Plus de Japs ainsi profiteraient du spectacle. À un amateur de poésie, à Marcel Deneuve. À la lecture du monde des livres, tu me dis craindre que la poésie ait vécu. Rien sur X, Y, rien. Parfois, et je le note, sur quelques titres, un préposé pose une crotte, mais c'est tout. Des livres que je crois importants sont ignorés. Pourquoi? Mon cher, il est bien temps, dans ce monde global accélérant sans cesse, que tu saisisses la grandeur de notre presse moderne. Pour t'obliger à creuser le beau, on a créé la critique de zéro mot. Rimbaud en 2015. L'inadmissibilité de la poésie par le monde avéré. À quoi vouer sa vie? Il pourrait, trop vieux jeu, celui des bateaux ivres, ou à rare préférer le commerce des livres. Rare, hein, ou prendre le pouvoir dans un jury, de prix, lancer un nouveau Romain Gary. Mais pour être fidèle à sa légende encore, il part pour la Syrie et là, sans trop d'efforts, flanqué d'un associé qui connaît la musique, il vendra quelques tanks à l'État islamique. Une honte. Eux qui bavaient d'admiration devant Barès, régurgitant sa prose en vrai cacatoès, osèrent se pamphler contre Anatole France, un cadavre. Aragon et Drieux qui financent, avec Breton bien sûr, délicat babouin, invective celui qui, dans l'île aux pingouins, livra le diagnostic le plus sûr de l'affaire, Dreyfus. Jamais plus tard l'idée élémentaire de s'excuser d'avoir sali pour faire un coup un homme digne de leur vin reste un dégoût. Un exploit. D'après Pierre Luçon. Quand tous les feux de la grande révolution éteints, sous les pavés on vit la plage, Lyon, blessé mais non vaincu, l'étudiant, fille ou mâle, se lança dans la lutte anti-mandarinale. Son exploit le plus pur qui réchauffa le cœur de tous, poubelle sur la tête de Ricoeur, fut du pur Clausewitz, admirer la logique. Qui voit bien l'ennemi ne craint pas la réplique. Le mandarin n'a pas de casque. Ce seul fait le distingue du CRS, non? En effet. La maladie québécoise a une écrivaine. Pour les anglo-saxons, le français, langue simple, mot qui ne rime mal qu'avec humble, ample ou guimpe, ajuste simplement l'adjectif et le nom. Féminin si la fin est « e », mais sinon, non. Voulant se libérer de l'emprise husaïque, on crut qu'il suffisait de changer le lexique. Témoin
chien chaud, hot dog. Mais c'est différemment que l'anglais prend la langue, et plus profondément. Un mot fini en E, il est femme, masque, tout autre. Donc, je suis un poète et fidèlement vôtre. Conclusion. Alors, ma conclusion fait allusion à quelque chose peut-être dont il existe une version cinématographique qui ça a été traduit en français par The Draftsman Contract. J'ai oublié le nom de... Hein? Voilà, meurtre dans gendarmerie. Donc c'est cette coutume qui a existé au XVIIIe siècle, par des lords d'engager un ermite dans le fond de leur jardin et qui de temps en temps se montrait. Et donc on était très contents. Ils faisaient quelques présentations. Voilà. Conclusion. Maintenant, quand mon temps fracturé se défait, ma vie a plusieurs chocs, chacun d'un bel effet, promettant de broyer vertèbres comme artères, je me livre à quelques réflexions salutaires sur cette activité qui fut, an après an, essentielle pour moi. Soit, dépôt de bilan. Je ne suis pas de ceux qui ont changé du monde, même très peu, le cours. Sur la machine ronde, qui, plus tard, jugera, quand je ne serai plus, l'ermite ornemental que poète je fus.